C'est bon, c'est parti. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, j'ai l'impression que je ne sais plus comment faire, je sais même plus comment allumer mon appareil photo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maureen. Je sais même plus faire mon intro. Ça promet. Ça doit faire 4 mois que j'ai pas tourné de vidéo, tout simplement parce que j'avais pas très envie. C'est un bon argument. Aussi parce que cet été nous sommes partis en randonnée itinérante. Vous pouvez voir une petite vidéo qui vous résume un petit peu tout ça. On a fait plus de 200 km à pied avec nos sacs à dos dans les Cévennes et sur la presqu'île de Crozon et c'était trop bien. Il y a eu la rentrée qui est arrivée, pas mal de changements dans notre quotidien. Jason a changé de travail et il va travailler à une 70 km de la maison, donc il prend le train matin et soir. Donc c'est une réorganisation de notre quotidien, c'est un peu compliqué. Moi j'ai repris le boulot, donc 37 heures par semaine. J'ai repris le sport 3 fois par semaine, donc ce qui fait que 4 fois par semaine je rentre à 19h15 ou 20h15. Voilà, donc pas beaucoup le temps de lire et de tourner des vidéos, encore moins je dirais de tourner des vidéos. Le chat est malade en ce moment, donc ça m'occupe pas mal, ça me prend bien la tête et ça m'inquiète beaucoup, qui explique cette très longue absence en vidéo. Mais aujourd'hui, il fait tout gris, hein. J'ai choisi la meilleure journée pour tourner une vidéo, j'espère que la lumière sera pas trop pourrie. Aujourd'hui j'avais envie de repasser devant ou derrière la caméra, ou les deux, et de vous faire un petit bilan de mes lectures de cet été, parce que si vous vous souvenez bien, au mois de juin je m'étais lancé un défi. J'avais fait comme une sorte de tag challenge de l'été. Je m'étais donné tout l'été pour le faire, donc 3 mois, du 21 juin au 21 ou 22 septembre. Nous sommes aujourd'hui le 20 septembre je crois. Donc voilà, il est temps de faire un petit bilan. Alors il y avait 11 points questions. Je vais les reprendre un par un et vous présenter à chaque fois le livre qui correspondait, vous dire si je l'ai lu et si je l'ai aimé ou pas. Ce qui fera une sorte de midi update lecture en même temps. Premier point s'appelait Démarrer en beauté. Et je devais choisir le premier livre que je voulais absolument lire lors de ce challenge. Vraiment le premier que je voulais sortir de ma pile à lire. J'avais choisi Qui a tué Glenn de Léonie Swann aux éditions 10-18. Je l'ai lu, bon point déjà, et je l'ai plutôt apprécié. C'était pas waouh, mais c'était pas mal, je passais plutôt un bon moment. C'est l'histoire d'un troupeau de moutons en Irlande qui découvre un beau matin au bord de la falaise le cadavre de leur berger. Le berger a été tué par quelqu'un et donc les moutons vont décider de mener l'enquête. L'enquête en elle-même, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus original, et c'était pas forcément hyper rythmé et passionnant, c'était même un petit peu lent. Et je trouve que assez rapidement on voit les ficelles et on arrive à comprendre quel peut être le mobile du meurtre. Voilà, donc c'est pas le meilleur de ce livre à mon avis. Ce qui est vraiment intéressant et original pour le coup, c'est le fait d'avoir laissé la parole à des moutons. Et Léonie Swann a plutôt bien réussi son coup, puisqu'elle a réussi à mettre en scène des moutons et à leur donner des personnalités qui pourraient, enfin je crois, correspondre vraiment à des moutons. On a vraiment l'impression d'être dans leur tête, avec des idées qui sont un petit peu divagantes. Ils ont un petit peu du mal à se concentrer, un peu comme moi, à rassembler leurs idées. Ils sont un petit peu lents. Bon, un peu comme des moutons quoi. J'adore cet animal, hein. Franchement je trouve ça très mignon, mais c'est quand même un peu con aussi. Et là, on le voit plutôt bien dans ce livre, donc c'est plutôt réussi et c'est plutôt amusant. Par contre, effectivement, il y a un petit côté lent qui peut être un petit peu ennuyeux. On a un peu l'impression de ramer, voilà. Donc ce qui fait que c'est pas une lecture exceptionnelle, c'est pas indispensable, mais ça fait passer quand même un bon moment. Et ça fait voyager un petit peu en Irlande. Le deuxième point de ce tag, aller au bout de mes projets, et donc il s'agissait de terminer une saga ou au moins de lire une suite de séries. Alors moi j'ai un petit peu triché pour ce point là parce que j'avais choisi de lire Les Illusions de Savloir de Manon Fargeton aux éditions Milady, qui est pas vraiment un deuxième tome mais qui fait partie du même univers que l'héritage des rois passeurs. Donc un petit peu triché, mais en même temps ça fait partie du même univers. C'est le deuxième tome qui a été écrit et pour le moment il n'y en a que 2, donc on va dire que j'ai terminé une duologie. Voilà. Mais vous pouvez les lire complètement indépendamment. Donc je l'ai lu.
Voilà, là aussi encore un très bon point, hein, surtout qu'il fait 864 pages je crois dans cette édition Milady, donc un bon gros pavé. Je l'ai lu et là aussi j'ai plutôt apprécié. C'était pas parfait, mais quand même j'ai passé un bon moment d'aventure, j'ai un peu vibré avec les personnages et au bout de 865 pages, ou 864, j'ai eu un petit quelque chose quand même au moment de les quitter parce que je m'étais attachée à eux et donc tourner la dernière page et leur dire au revoir, ça m'a quand même fait un petit quelque chose. On est dans un univers de fantasy, c'est de la fantasy assez classique, dans laquelle on a deux clans qui s'opposent. Alors grossièrement, d'un côté on va avoir les Capes d'Or qui sont des hommes magiciens et en face on a des magiciennes qui sont persécutés par les hommes magiciens qui ne supportent pas que des femmes aient un pouvoir magique et aient un pouvoir magique supérieur au leur. Donc ces femmes sont considérées comme des menaces, donc elles sont pourchassées et exécutées. Dès qu'il y a une jeune fille magicienne qui déclare son pouvoir, les Capes d'Or le sentent et la pourchassent à travers ce monde fantasy. Les femmes magiciennes ont créé une cité cachée dans la forêt, donc qui s'appelle Savloir, et les magiciennes au fil des générations vont se réfugier dans ce sanctuaire magique au cœur de la forêt. Derrière cette histoire de fantasy assez classique, Manon Fargeton aborde surtout des thèmes plutôt féministes, notamment ce combat homme-femme, cette guerre des sexes, on va dire ça comme ça, mais elle le fait jamais de façon vindicative et ça j'ai plutôt apprécié. Il y a des choses un petit peu manichéennes, simplistes dans ces thématiques-là, mais je trouve qu'elle laisse quand même le lecteur libre de ses choix. Elle va nous présenter, notamment du côté des magiciennes qui ont tellement été persécutées par ces hommes magiciens qu'elles vouent une haine à ces magiciens et de façon globale à tous les hommes de la planète. Et à côté de ça, elle va aussi nous présenter des magiciennes qui ont un discours un peu plus modéré, qui ont des amis mages renégats qu'elles apprécient, avec qui ça se passe très très bien, et qui elles auraient envie de trouver un terrain d'entente, un espèce de statu quo, pour que tout le monde puisse cohabiter en même temps dans cet univers fantasy, et que de l'union des deux peuples ressorte quelque chose d'assez positif, ce qui peut être un petit peu simpliste comme discours, mais bon, vous voyez l'idée. L'autrice aborde aussi la thématique du corps, de la maternité et de l'avortement dans cette histoire de fantasy, et pour le coup j'ai trouvé que c'était assez intelligemment fait. Les magiciennes, en fait, quand elles tombent enceintes, leur pouvoir va être décuplé, puisque l'enfant qu'elles ont en elles apporte un pouvoir supplémentaire à la magicienne. Et donc certaines magiciennes utilisent ça, multiplient les grossesses pour avoir régulièrement des pouvoirs supplémentaires, en sachant que si elles utilisent de façon trop intensive ce pouvoir supplémentaire, il peut y avoir destruction du fœtus, d'où la thématique de l'avortement. Et certaines magiciennes choisissent en conscience totale de multiplier les grossesses et d'aller à chaque fois jusque la destruction du fœtus pour utiliser leur pouvoir jusqu'au bout, et d'autres parfois choisissent de mener leur grossesse à bien. Voilà, donc il y a cette question du choix, de que faire de son corps, comment l'utiliser, etc. Alors moi je vous l'explique pas très bien, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien mené à travers la fiction, et notamment à travers cette fiction fantasy. Là où il y a des imperfections, c'est qu'il y a quand même quelques petites longueurs parfois. Il fait quand même 860 pages le bouquin. Il y a quand même quelques facilités scénaristiques, notamment dans l'évolution de certains personnages et notamment dans l'évolution de certains méchants qui sont assez caricaturaux et qui vont retourner leur veste un peu de façon pas inexpliquée, mais je trouve ça un petit peu gros et un petit peu facile. C'est assez étrange parce qu'il y a un côté assez scolaire à cette histoire, dans la construction des personnages, leur évolution, ou même la construction de l'intrigue on va dire, et en même temps il y a des idées assez originales et assez bien amenées. Voilà, donc c'était pas un coup de cœur, c'était pas une lecture excellente, mais en même temps il y avait de très bonnes choses là-dedans et je peux pas vous le déconseiller, j'aurais même envie de vous le conseiller si il vous intéresse, si ce sont des thématiques qui vous interpellent. Troisième point de mon challenge, m'ouvrir à de nouveaux horizons.
Et donc il s'agissait de lire un nouvel auteur ou une nouvelle autrice. Alors pour le coup, j'avais choisi de lire une autrice qui est célèbre dans l'univers imaginaire et notamment en science-fiction. C'est vraiment un des grands noms de l'imaginaire anglo-saxon. Il s'agit d'Ursula Le Guin, ou Le Guin, je ne sais jamais comment le dire. Et moi j'avais choisi de lire La main gauche de la nuit aux éditions Le Livre de Poche Science-Fiction parce que l'autrice semble y aborder la question du genre avec un point de vue très anthropologique puisqu'elle est elle-même, enfin qu'elle était elle-même à la base ethnologue, anthropologue. Donc l'étude vraiment de société. Ça m'interpellait, vraiment j'avais très envie de me plonger dans cette histoire et de enfin découvrir la plume d'Ursula Le Guin. Et ben en fait j'ai lu 65 pages et j'ai abandonné malheureusement. Je comprenais rien, il se passait déjà pas grand chose pendant ces 65 pages. Alors après moi c'est pas quelque chose qui me gêne qu'il se passe pas grand chose parce que j'aime assez être dans des romans... Allez, retour dans les escaliers, 3 étages pour aller récupérer des colis qui rentraient pas dans la boîte aux lettres forcément. Bref, je sais plus ce que je disais. Ouais, j'ai lu 65 pages de La main gauche de la nuit et je voyais pas où l'autrice voulait en venir. Je comprenais pas l'univers, je comprenais pas les personnages et j'ai trouvé le style, alors pas forcément compliqué mais pas fluide non plus et j'avais pas envie de continuer, mais vraiment j'avais pas envie d'y retourner hein. Ça m'a pas créé de panne de lecture parce que, alors je déteste cette expression, pour moi ça existe pas les pannes de lecture, t'as juste des moments où t'as pas envie de lire parce que bah t'as l'esprit préoccupé par autre chose, parce que tu fais autre chose hein, tout simplement, la vie c'est pas que la lecture. Mais ouais, moi ça m'arrive des fois de pas lire pendant 3-4 jours, ou alors pendant 2 mois je vais lire 10 pages par jour, parce que j'ai une vie qui est un peu folle, je fais plein d'autres choses, je laisse la priorité à autre chose que la lecture. Voilà, pour moi j'aime pas le mot panne de lecture parce que ça te fait culpabiliser alors qu'il y a pas lieu de culpabiliser, voilà, on n'est pas des robots, on n'a pas un rendement, on doit rien à personne, même pas à soi-même, hein, voilà, on lit si on a envie de lire, si pendant 3 mois on lit pas, ben on lit pas pendant 3 mois, alors évidemment on est triste, mais voilà, c'est qu'on fait autre chose, on a l'esprit occupé ailleurs, bref, je n'aime pas cette expression panne de lecture, ça m'énerve dès que je trouve ça. Et ça me fait même de la peine pour les gens qui se disent en panne de lecture parce que je sens une véritable souffrance derrière ça alors que, mais vraiment, il n'y a pas lieu d'être, c'est pas grave si vous ne lisez pas, vous faites beaucoup d'autres choses et c'est très bien aussi. Voilà, bref, La main gauche de la nuit, j'avais pas envie d'y retourner, je voulais le revendre en fait sur Vinted et finalement Jason... Monsieur Lou, hein, pour ceux qui n'ont pas fait le rapprochement, a envie de tenter. Donc on va voir s'il va apprécier, mais s'il n'aime pas non plus, voilà. Il partira sur notre compte Vinted. D'ailleurs j'en profite, digression, pour ce n'importe quoi cette vidéo, hein, vous vous en doutez, de toute façon, avec moi c'est toujours n'importe quoi. On a créé un compte Vinted sur lequel on a mis... beaucoup de livres qu'on souhaite vendre. Là en ce moment il en reste une 60aine je crois. Moi j'ai mis aussi quelques vêtements, alors c'est vraiment pas des vêtements de qualité mais c'est juste que j'ai pas envie de les jeter. Si vraiment ils partent pas je les mettrai dans des boîtes de recyclage mais voilà. Je les ai mis à 1 ou 2 euros, hein. C'est vraiment pour faire de la place et peut-être faire 1 euro pour quelqu'un qui a envie de faire de la couture, qui voudrait récupérer des tissus parce qu'il y a des trucs un peu fleuris, des trucs à carreaux, ou même si quelqu'un a un coup de foudre pour une des chemises que j'ai mise en vente, enfin bon bref, voilà, c'est vraiment pour faire de la place et pour faire des heureux avant que ce soit mis dans des boîtes de recyclage. Pareil pour les livres, là on les met, si vraiment ils partent pas, ils iront dans des boîtes à livres. La main gauche de la nuit arrivera peut-être bientôt sur ce compte Vinted, à moins que Jason le lise et l'adore, et dans ce cas-là, il le gardera, mais si ça passe pas pour lui non plus... c'est possible qu'il arrive sur notre compte et je vous mettrai donc le lien direct vers notre compte Vinted en description de la vidéo. Alors 4e point de mon tag challenge, c'était visiter des contrées inexplorées. Je voulais lire pour cette petite thématique là du nature writing ou de la littérature de voyage. Et moi j'ai choisi de lire un petit essai qui s'appelle Marcher pour se retrouver de Odile Chabriac aux éditions J'ai lu Bien-être. Odile Chabriac, je l'ai déjà lu il y a quelques années avec son espèce de petit essai Âme de sorcière ou la magie au féminin, que j'avais bien aimé. Notamment la première partie qui revenait un petit peu sur l'histoire de la figure de la sorcière, côté anthropologique, un peu scientifique, historique, enfin bon bref, vous voyez un peu le genre, mais de façon peut-être plus abordable que ce que peut faire Mona Chollet
Chollet par exemple, qui a un discours très universitaire, qui a un discours très construit. Alors ça veut pas dire que Odile Chabriac n'a pas un discours construit et qui n'est pas universitaire, mais c'est quand même beaucoup plus grand public à mon avis que Mona Chollet. J'ai beaucoup aimé la thèse de Mona Chollet sur Sorcière, l'impuissance invaincue des femmes, que je vous conseille, mais voilà, c'est quand même pas du même niveau. Marcher pour se retrouver, ça parle de la marche, surprise, avec un aspect un petit peu développement personnel. J'ai bien aimé ce titre que j'ai lu. Je dirais même qu'au début je l'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il m'a beaucoup ému, parce qu'il m'a touché, il a résonné en moi. Il y a quelques passages, quelques citations, mais je me reconnaissais énormément là-dedans. Donc vraiment les premières pages, les premiers chapitres, ça a fait tilt quoi, ça a touché un truc, une corde sensible en moi, ça m'a beaucoup plu. Et puis les derniers chapitres m'ont peut-être un petit peu moins parlé parce que ça me correspondait un petit peu moins, mais dans l'ensemble c'est une belle lecture. Alors là encore, c'est pas un texte qui va révolutionner la thématique de la marche, qui va apporter des choses extraordinaires, là où d'autres auteurs plus classiques ont déjà écrit des choses très belles. Je sais pas, je pense à Thoreau, Rousseau a écrit sur la marche. Pour les plus contemporains, il y a Sylvain Tesson, Ruffin. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup d'auteurs qui ont déjà parlé de leur rapport à la marche, qui ont déjà théorisé là-dessus, qui ont philosophé sur cette thématique. Donc Odile Chabriac, elle révolutionne pas le truc, hein, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, là encore, elle le rend certainement plus abordable au grand public. Et ça, pour le coup, c'est très cool. Et il y a vraiment des passages mais qui m'ont énormément émue. Alors j'ai envie de vous dire, si vous ne marchez pas, si vous n'êtes pas habitué à faire 15 km tous les week-ends, mais que vous avez envie de vous lancer, mais que vous avez un petit peu peur, c'est peut-être le genre de titre qui pourra vous donner le déclic qu'il vous manque, parce que Odile Chabriac nous explique très bien dans ce titre que la marche, c'est pas juste aller d'un point A à un point B, c'est pas juste faire du sport, même si c'est déjà le cas, c'est une activité sportive très bonne pour tout le corps, vraiment pour tous les muscles, tous les organes. La marche, c'est super, hein, c'est un des trucs les meilleurs, je peux que vous conseiller. Mais elle nous dit aussi que ça apporte d'autres choses, ça nous apporte notamment un nouveau souffle quand on marche, et notamment quand on marche seul, mais pas forcément, hein, quand on marche seul surtout. On se ressource. On est plus centré sur soi-même et ça permet de se libérer un petit peu de certaines pensées qui peuvent être désagréables. Ça permet de faire le point, décidément, entre le facteur et le téléphone. Bon, déjà que c'est compliqué la reprise, mais alors là, c'est déconcentration maximale. Je sais plus ce que je disais. Je vais essayer de vous trouver un ou deux passages qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Depuis, je vis en marchant. Je suis une marcheuse. C'est devenu un état d'être, une identité, ma manière d'exister, de me présenter. Il y a ceux qui courent, ceux qui ne jurent que par le cyclisme. Il y a les accros de voile ou de parapente. Grand bien leur fasse. Moi, je marche. Je reconnais, c'est vrai, parfois je m'arrête. Je mène alors la vie des autres, laquelle consiste à me civiliser le moins longtemps possible pour gagner de l'argent, en attendant. La plupart du temps, je sais déjà quelle sera ma prochaine étape, mon prochain voyage. Autour de moi, personne n'est dupe, je ne tiens pas vraiment en place, je suis quelqu'un qui a faim, mon sac à dos n'est jamais loin. Je peux faire des randonnées d'1, 2, 3, 4 journées, mais ma joie, mon bonheur, mon Graal restent les parcours au long cours. Je ne suis pas une exploratrice, comme d'autres peuvent le revendiquer. Je n'ai à mon compte aucune découverte, aucun exploit, ni l'ouverture d'aucune voie. Non, je suis pèlerin, j'aime les chemins qui ont du sens, j'aime les sentiers d'humanité, j'aime partir et m'oublier. Je me regarde à la fois faire des efforts, aller de l'avant physiquement en pestant éventuellement contre eux et tout en les savourant. Quel étrange paradoxe. Comment se fait-il que lorsque je marche, je me sente à la fois tellement humaine, tellement entière, tellement moi-même? J'ai fait beaucoup d'autres sports, j'aime me sentir vivante, en mouvement. J'ai en particulier pratiqué la natation à haut niveau, enfant et adolescente. J'aimais déjà l'oubli de moi que m'apportaient les entraînements, le fait d'enchaîner des longueurs, sans réfléchir, sans y penser. La marche me réinvite à cet endroit-là, avec davantage de douceur. Je ne me fais aucune violence quand il s'agit de démarrer, de commencer, de faire ce premier pas qui, comme le dit le proverbe, est celui qui semble tellement compter.
Cela fait clairement partie de mes occupations préférées. L'avantage de la marche étant qu'elle se conjugue sans souci à tous les âges, à tous les temps. Petite flânerie, promenade du week-end, randonnée plus conséquente ou départ pour de longues durées, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je sais que je finirai par toujours être enchantée. Voilà, je vais pas vous lire tout le livre, tous les passages, mais il y en a plein des comme ça qui vraiment me parlent beaucoup et je pense que je ne suis pas la seule. 5e point du challenge, sortir de ma zone de confort et donc je voulais lire un genre que je lis assez peu. Au début, j'étais plutôt partie peut-être sur une pièce de théâtre ou de la poésie. Et finalement, je me suis tournée plutôt vers un récit de vie, une autobiographie. Et j'ai donc choisi L'année du singe de Patti Smith aux éditions Gallimard, que je ne peux pas vous montrer puisque c'était un emprunt du travail de la médiathèque. Et je l'ai donc rendu depuis. Alors L'année du singe, c'est un texte qui est certes autobiographique. Patti Smith nous parle de l'année de ses 70 ans, donc en 2016. Mais c'est aussi... beaucoup de rêveries, donc c'est entre l'autobiographie et la fiction un petit peu, on sait jamais ce qui est vrai ou pas dans ses mémoires. Donc Patti Smith, pour ceux qui la connaissent pas, c'est avant tout une chanteuse musicienne hein, qui a commencé dans les années 70, mais c'est aussi une poète, écrivaine, militante, enfin bon, c'est à mon sens, à mon avis, une grande dame. Moi c'est une personnalité que j'aime beaucoup, qui me plaît énormément. À la fois très punk, rock'n'roll et en même temps poétesse. Je sais pas si vous connaissez ses chansons, je les aime pas toutes. Je sais pas si vous avez déjà lu quelque chose d'elle. De mon côté, alors j'ai pas lu son plus grand titre qui est Just Kids, que j'ai dans ma bibliothèque mais j'ai pas encore lu. Par contre j'ai lu M-Train, qui est un des derniers titres qu'elle a publié dans les années 2010. Que j'avais bien aimé même si ça me paraissait un peu brouillon. Et donc là, L'année du singe, je crois que c'est le 2e titre que je lis d'elle. C'est un peu comme le précédent. J'ai bien aimé et en même temps, comme elle divague beaucoup et qu'il y a beaucoup de parties de rêverie, c'est parfois un peu sans queue ni tête, un peu brouillon. Et en même temps, il y a des fulgurances, il y a des petites phrases, des petits passages qui sont d'une sensibilité incroyable. Et puis vraiment, ces grosses personnalités là qui ont connu les années 70, la Beat Generation, c'est une grande amie de Bob Dylan. Enfin bon, voilà, c'est des personnalités quand même qui sont assez fascinantes. Hein. On se dit, ces gens, même quand ils font des choses mais banales, c'est-à-dire prendre un sac à dos et partir en voyage, aller boire un café, louer une chambre d'hôtel, je sais pas, c'est des personnalités tellement incroyables que ça fait pas pareil que si c'était nous qui le faisions. Je veux dire, moi si je vous raconte quand je vais boire un café au café du coin ou que je loue une chambre d'hôtel, ben tout le monde s'en fout et il se passe rien d'extraordinaire, mais ces gens-là, je sais pas, il y a une aura derrière tout ça et voilà, ça laisse des traces. Si Patti Smith c'est une personnalité qui vous interpelle, je vous invite à lire ses textes. Si pas du tout, je sais pas si ça pourrait vous faire changer d'avis ou vous donner envie d'écouter sa musique. Peut-être qu'entre les deux, je vous conseillerais d'abord d'écouter les chansons de Patti Smith avant de lire ses textes. À mon avis, les chansons sont quand même un petit peu plus grand public, abordables que ses écrits. 6e point, c'était pas une lecture, c'était un objectif que je me posais. Lorsque j'ai tourné la vidéo de présentation, je vous avais dit que je comptais pendant ces 3 mois lire 30 livres. En comptant les graphiques, hein, parce que sinon je suis incapable de lire 30 romans en 3 mois, hein, faut pas déconner. Donc là je les ai comptés et je suis donc arrivée à 43 livres, dont 14 romans essais. Donc 14 romans essais en 3 mois, ça en fait environ 5 par mois, ce qui est franchement pas mal étant donné mon rythme de lecture. 7e point, là aussi c'était pas une lecture, c'était le fait de me lancer des défis et donc de me lancer un challenge de lecture, un ou plusieurs challenges. J'avais choisi de me lancer le challenge de la croisière littéraire au féminin parce que comme je vous le disais lors de la vidéo de présentation, si vous avez bien remarqué, tous les titres que je vous présente sont écrits par des autrices, par des femmes. Et bah, je crois que je l'ai plutôt réussi. Alors on reprend sur un autre titre, 8e point de mon challenge, prendre du bon temps. Je voulais lire un livre qui mettait en avant la danse, la musique. J'ai lu là aussi un livre que j'ai emprunté au travail qui s'appelle Danse Isadora de Évelyne Brizou-Pellen. Donc un petit titre jeunesse. Évelyne Brizou-Pellen, c'est une autrice jeunesse qui est très connue, qui a écrit beaucoup de trucs historiques, un petit peu fantastiques. Voilà, donc vous l'avez très certainement lu quand vous étiez enfant. Dans Isadora, ce qui m'interpellait, c'est le sujet, la thématique, puisque Évelyne Brizou-Pellen se concentre sur l'enfance, les premières années de la vie de la danseuse Isadora Duncan, que vous connaissez peut-être, qui est une danseuse qui m'interpelle et qui me parle beaucoup.
Elle est née à la fin du 19e siècle, a grandi au tout début du 20e siècle, donc c'est une danseuse américaine qui a révolutionné la danse, puisque dès très très jeune, et on le voit très bien dans ce petit texte romancé d'Eveline Brito Pelen, dès ses 6 ans, elle affirme à sa famille, à sa mère, à ses frères et sœurs, que bon, l'école c'est pas pour elle, hein, franchement ça l'intéresse pas du tout, qu'elle elle veut être danseuse, mais elle veut danser à sa façon. Et sa façon, c'est pas du tout la façon classique, gainée dans un corset, sur les pointes, vraiment la danse classique quoi, très codifiée, carrée. Elle veut danser avec les mouvements un petit peu de la terre, etc. Elle s'inspire beaucoup des mouvements des vagues de l'océan. Elle danse pieds nus et elle danse dans des tenues qui sont inspirées de l'antiquité grecque, gréco-romaine, donc plus dans des toges. Donc le corps est complètement libéré des corsets, le mouvement est libéré, ce qui a fait scandale hein, forcément. Et c'est une des précurseuses de la danse contemporaine comme on peut la connaître maintenant. C'est une personnalité assez fascinante. J'ai été très 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 contente de découvrir les premières années de sa vie. Alors ça reste un texte qui est dédié à un lectorat très jeune. On n'entre pas beaucoup dans les détails et c'est assez, pas édulcoré, mais l'enfance n'a pas été facile hein, d'Isadora Duncan. Ils étaient très pauvres, ils avaient très peu d'argent, ils ont souvent peiné à trouver où dormir, peiné à trouver de quoi manger. Là, l'autrice le dit, mais ça tape pas trop sur le côté difficile quand même de cette histoire. Donc j'ai aimé, et je vous conseille si c'est une personnalité là aussi qui vous interpelle. Et en même temps, je m'attendais pas à ce que ce roman biographique s'arrête si rapidement, puisque en fait, Eveline Brito Pelen raconte les 20 premières années de la vie de Tara Duncan, d'Isadora Duncan aux États-Unis, juste avant qu'elle ne parte pour l'Europe et qu'elle se construise une carrière sur le vieux continent, notamment en Angleterre et en France surtout, parce que c'est là qu'elle va surtout connaître un très très grand succès. Et donc c'était assez abrupt de terminer voilà, au moment où ils vont embarquer la famille sur le bateau pour aller en Europe. Et donc on a juste le début de sa vie, comment elle s'est construite en fait. Mais j'aurais aimé en avoir plus, avoir la suite de sa vie, surtout qu'une fois qu'elle est adulte et qu'elle est en Europe, il lui arrive énormément de choses. J'étais un petit peu coupée comme ça dans mon élan et je suis un peu restée sur ma faim. Mais en même temps, c'était plutôt sympa et je trouve que c'est une personnalité assez inspirante, très très libre, très affirmée, déterminée. Surtout à cette époque-là, à la fin du 19e siècle, qu'une jeune fille, une jeune femme s'affirme autant, c'est assez passionnant. Et donc c'est assez inspirant, je pense, pour les jeunes lecteurs. Donc si vous avez des enfants dans votre entourage, je vous conseille vivement de leur mettre ce livre-là entre leurs mains. Plus que 3 livres à vous présenter. Donc le 9e point de mon tag challenge de l'été, c'était de ne pas oublier de me rafraîchir. Donc plutôt lire un livre qui parle de froid, de pluie, de neige. J'ai choisi de façon très 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 cliché un livre irlandais qui parle d'Irlande, même si non, il ne pleut pas tout le temps en Irlande, oui, il pleut globalement un petit peu tous les jours, mais il y a aussi tous les jours beaucoup de soleil. C'était l'occasion surtout de mettre un auteur, enfin une autrice irlandaise dans cette pile à lire. Et j'ai donc lu Irlande, Nuit froide de Deirdre Madden aux éditions 10-18, autrice que je ne connaissais absolument pas. Irlande, Nuit froide dont je n'avais absolument jamais entendu parler avant. Je pense que je l'ai trouvé d'occasion, je ne sais plus où. Alors ça c'est super drôle parce qu'au moment où je l'ai lu, il y a 1 mois et demi, et je ne vous en ai encore pas parlé ni sur Instagram ni sur le blog, je suis très 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 en retard. Bref, au moment où je l'ai lu, mais j'ai adoré. C'était mais d'une beauté, d'une émotion, mais je trouvais ça magnifique, vraiment coup de cœur. Et là, 1 mois et demi plus tard, j'ai plus aucun souvenir quasiment, donc je sais même pas comment je vais vous en parler, et c'est super dommage, mais j'ai presque envie de le relire en fait, tellement sur le coup ça m'avait passionnée et remuée. Alors ça va parler de 4 femmes, une mère et ses 3 filles, qui vivent en Irlande, hein, forcément, vivent pas très loin de la ville de Derry, donc à la frontière entre le Donegal et l'Irlande du Nord, et qui vont vivre un quotidien, comme beaucoup d'Irlandais, notamment dans cette région-là, assez chaotique à cause du conflit nord-irlandais dans les années 60-70. Il va se passer des choses liées à ce conflit qui vont marquer à tout jamais leur vie et
qui vont changer leur quotidien et changer leur façon d'être entre elles, leur relation avec les autres personnes, leur vision du monde, leur vision de l'Irlande, leur vision de l'Angleterre, enfin bon bref, ça va avoir un impact très très fort sur leur vie. C'est très très lent, très atmosphérique, on fait beaucoup d'allers-retours entre le présent qui se passe dans les années 90 et les souvenirs des flashbacks du passé qui se passent dans les années 60-70. C'est très contemplatif, mais j'ai trouvé ça très très beau et je suis incapable de vous dire d'autre chose. J'ai l'impression que le personnage principal, même si c'est pas vraiment vrai, c'est plutôt Kate qui est journaliste, donc une des filles. C'est celle dont on parle le plus, mais c'est aussi peut-être parce que c'est elle qui est la plus expansive. On a Hélène qui est avocate, donc une de ses sœurs, qui est un peu plus renfermée, même si elle a une personnalité aussi assez intéressante. Et la dernière sœur, la plus jeune, c'est Sally, qui elle est devenue institutrice et qui pour le coup est là une personnalité très 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 discrète, presque soumise, et qui n'a pas malgré son âge coupé le cordon avec sa mère qui s'appelle Emily. Je peux peut-être essayer de vous lire un passage que j'avais trouvé beau, j'en ai noté quelques-uns. Les troupes britanniques occupèrent d'abord Derry, puis Belfast, puis l'ensemble du nord. C'était étrange au début de voir leurs lourds véhicules blindés sur les routes de campagne tranquilles. Des hélicoptères se posaient dans les prairies près de la maison. Leurs hélices fouettaient l'herbe et dérangeaient les vaches au pâturage. « J'imagine qu'on s'y habituera, » dit Charlie. Mais Brian répliqua. « Eh bien ce serait un tort, il ne devrait pas être là, ne l'oublie pas. » Brian n'était pas le seul à faire preuve d'un militantisme croissant. Avant la fin de l'année, l'attitude de la plupart des gens de leur entourage vis-à-vis des soldats s'était considérablement modifiée. Charlie refusait de se laisser entraîner et rétorquait doucement qu'il ne lui avait fait aucun mal. Son contact avec l'armée se réduisait pour l'essentiel à de brefs échanges au point de contrôle, jusqu'au jour où les militaires débarquèrent dans leur maison. Ouais, c'est vraiment le quotidien pendant les troubles en Irlande du Nord, et on voit à quel point ça a influencé sur les vies de famille qui n'avaient a priori rien à voir avec ce conflit nord-irlandais, qui ne faisait pas forcément partie de l'IRA, donc de l'armée républicaine irlandaise, qui ne prenait pas forcément parti, mais pourtant ça avait un impact dans leur vie, et parfois des impacts très 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 malheureux, mais je vous en dis pas plus. Ce qui est plutôt bien fait dans ce livre, c'est que l'autrice est irlandaise et qu'elle a à la fois un énorme amour pour son pays, sa patrie, et en même temps elle comprend pas ce conflit, elle l'accepte pas, et elle dit elle-même que ça a fait énormément de mal. C'est une grande ambiguïté en fait, son amour pour son pays, et je trouve qu'on le ressent assez bien dans cette histoire. Voilà, je suis désolée de ne pas pouvoir vous en parler plus et mieux, parce que vraiment c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, et j'aurais dû, je sais pas, prendre des notes ou en parler directement quand j'étais en train de le lire ou quand je l'ai fini, parce que il vaut le coup. Et j'ai presque envie de le relire pour pouvoir vous en parler mieux, tellement c'était beau sur le coup. Allez, plus que deux. Donc 10e point, ne pas oublier de prendre des forces pendant cet été. Donc je voulais lire un livre qui mettait en avant la nourriture spirituelle ou vraiment physique, matérielle. Et finalement je me suis dit que moi, ce qui me permettait de prendre des forces, quelque chose qui était très doudou, c'était de boire du thé. C'est vraiment un moment dans ma journée, soit le matin au petit déjeuner, soit quand je suis chez moi et vers 16-17h j'ai du temps. Ce petit rituel du thé noir avec un peu de lait, un peu de sucre, bah, c'est hyper réconfortant et ça me fait toujours un bien fou. Donc je voulais lire un livre qui me faisait penser un petit peu à ce rituel du thé. Donc je voulais forcément lire un livre un peu britannique, et pas irlandais, même si les Irlandais boivent plus de thé que les Britanniques. Et je me suis dit que j'allais lire le 2e tome de Agatha Raisin, de MC Beaton. 2e tome qui s'appelle Remède de cheval, et moi j'ai l'édition France Loisirs, collection Piment Noir. Et en fait c'est un peu stupide parce que Agatha Raisin, notre enquêtrice, n'est pas du tout une buveuse de thé, mais plutôt une buveuse de bière. Elle est plus souvent au pub pour boire de la bière qu'à mettre en place un petit service à thé pour recevoir ses voisines. Le 1er tome, je l'ai lu l'été dernier. Ça m'avait fait sourire, mais j'avais pas trouvé ça excellent, et je me demandais même pourquoi cette série avait autant de succès. J'ai lu ce 2e tome en me disant que ça serait léger et que voilà, je passerais un moment quel qu'il soit, mais bon, ça me changerait les idées et ça serait déjà pas mal. C'est toujours pas waouh comme lecture, mais finalement je me dis qu'un petit tome par an, effectivement, c'est léger et ça fait sourire. Je trouve que Agatha Raisin est un peu plus aimable dans ce 2nd tome. Dans le premier, elle était franchement antipathique, avec un caractère de
chien, une véritable commère despotique, enfin bon, elle me plaisait pas du tout. Là pour le coup, sans l'avoir trouvée forcément très sympathique, sans avoir été forcément émue par ce qui lui arrive, elle m'a davantage fait sourire et j'ai plutôt apprécié l'enquête. Alors pour tout avouer, je me souviens quasiment plus de l'enquête. Et il y a surtout une scène qui m'a fait rire, mais vraiment. C'est quand Agatha est au pub et en fait elle se rend compte qu'elle a un bouton d'acné, je pense, qui arrive, et donc elle veut aller se repoudrer le nez dans les toilettes du pub, et elle arrive et la lumière ne fonctionne plus, l'ampoule est grillée, donc elle veut changer l'ampoule, donc elle monte sur le lavabo et en fait c'est tellement une catastrophe qu'elle pète tout dans les toilettes du pub et voilà, elle essaye de s'enfuir discrètement. C'est n'importe quoi, mais ça m'a fait, je sais pas, ça m'a fait rire comme situation. Donc il y a quelques scènes comme ça qui ont vraiment bien fonctionné. Et pour le coup, on a la mise en place d'un duo d'enquêteurs, puisqu'il y a un nouveau voisin, un voisin qu'elle trouve très séduisant et qu'elle aimerait beaucoup séduire, mais sans lui montrer qu'elle essaye de le séduire, parce qu'elle se rend bien compte que si elle lui montre ses intentions, il va s'enfuir, parce que lui, pas du tout, en fait, Agatha Raisin, pas du tout son genre de femme. Et au final, ils vont quand même réussir à constituer un duo, mais autour de l'enquête. Et c'est cette enquête qui va les rapprocher un petit peu, en tout cas dans une relation d'amitié pour le moment. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et donc j'ai presque envie de lire le 3e tome, peut-être même avant l'été prochain. C'est pour dire à quel point ça a bien fonctionné et que j'ai passé un bon moment. Alors, c'était pas non plus, encore une fois, waouh, mais quand même c'était plutôt cool. Enfin, 11e et dernier point de ce tag, rentrer reposer et reprendre son quotidien. Donc pour ça, je voulais me plonger dans un titre qui était une valeur sûre, soit une autrice que j'aimais beaucoup, soit un univers, une série qui me plaisait particulièrement. Et je me suis dit, bah quoi de mieux que l'Assassin Royal ? Et donc je me suis plongée dans le tome 6 de l'Assassin Royal qui s'appelle La Reine Solitaire. C'est évidemment de Robin Hobb et cette fois j'ai l'édition J'ai lu. 6e tome qui correspond au dernier tome de la 2e intégrale et donc qui correspond vraiment à la fin d'un cycle. Alors ce 6e tome, il s'inscrit vraiment dans la suite des 2 précédents. Et il y a quand même quelques passages que j'ai trouvé parfois longués, parce que dans ces 3 tomes là, Fitz est dans les montagnes et sur la route enneigée, et il y a beaucoup de scènes où il avance sur la route. Alors effectivement ça crée une atmosphère et c'est très réussi, mais il y a parfois un petit peu de répétition à mon goût. Et en même temps il y a aussi des passages, comme d'habitude avec Robin Hobb, qui sont passionnant parce que beaucoup d'actions, il se passe beaucoup de choses et surtout dans l'émotion comme d'habitude. Mais Robin Hobb, elle est super forte quand il s'agit de décrire la psychologie de ces personnages, les pensées et ce qu'ils peuvent ressentir. Et il y a des passages mais qui m'ont mis les larmes aux yeux, tout ce qui se passe. Alors je peux pas trop vous en dire parce que je veux pas vous spoiler, mais Fitz, c'est le héros, mais c'est un bâtard de la famille royale et malgré ce statut très compliqué, il n'est pas libre de sa vie, de ses choix. Il a un destin à accomplir et malheureusement son statut rejaillit sur les personnes qui l'aiment plus que tout au monde et ça crée des situations très compliquées et très tristes. Et là on nous raconte ça et c'est très beau. Et en même temps c'est hyper adulte et mature. Comment Robin Hobb conclut un peu l'histoire de Fitz et Molly. Là on a une conclusion à leur histoire. Alors je ne vous dis pas comment ça se conclut, si c'est positif, si c'est négatif, mais j'ai trouvé ça très bien mené. Franchement je suis ravie de cette tournure. Il y a aussi l'arrivée de créatures magiques qu'on croise souvent en fantasy, que j'avais pas vu venir avant. Là on a vraiment l'aspect magique qui prend toute sa place dans cet univers de fantasy et la façon dont ces créatures prennent vie, sont créées, j'ai trouvé ça super aussi. C'est très fort, très beau, très intense, beaucoup d'émotions. Un tome qui a certes quelques longueurs mais qui est quand même excellent et qui conclut vraiment très bien cet arc narratif. Je suis ravie. Je sais que maintenant il faudrait que je lise Les Aventuriers de la Mer avant de me plonger dans la suite de l'Assassin Royal, mais je ne possède pas Les Aventuriers de la Mer. Donc je pense que je vais faire l'impasse. Je pense que je vais faire l'impasse là-dessus. Et tout de suite continuer avec le tome 7, enfin le nouveau cycle de l'Assassin Royal. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez un avis dites-moi, mais je vous avoue que j'ai pas tellement, c'est pas que j'ai pas envie, mais ça m'embête de faire l'acquisition encore de 6 ou 7 tomes des Aventuriers de la Mer et de devoir faire un crochet pour revenir à l'histoire de Fitz. Mais j'attends vos conseils quand même sur le sujet, peut-être que vous allez réussir à me convaincre de quand même me plonger dans les Aventuriers de la Mer.
Donc comme vous pouvez le constater, il y avait 11 points dans ce tag challenge qui correspondait à finalement 9 lectures. Sur les 9 lectures, j'en ai lu 8 jusqu'au bout. 8 que finalement j'ai quand même plutôt bien aimé dans l'ensemble, hein. Franchement c'est même de bonne lecture, très bonne lecture, voire coup de cœur. Il y a juste effectivement mon abandon de La main gauche de la nuit qui a été un petit peu une déception, mais bon tant pis, je voulais pas me forcer et je pense que c'était mieux de faire ce choix là. Sur Instagram, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, vous avez été plusieurs à me poser des questions sur le métier de bibliothécaire. Donc j'avais lancé un petit sondage sur Insta, vous pouviez me poser des questions précises, comme ça je les ai toutes répertoriées quelque part, et j'envisageais de faire une vidéo un petit peu foire aux questions pour vous parler de ce métier de bibliothécaire. Si vous n'avez pas encore posé vos questions, si vous avez des interrogations, des remarques, des a priori, des clichés sur le métier de bibliothécaire, et ben allez-y, laissez vos commentaires. Je ferai une vidéo pour reprendre un petit peu tout ça. Vous posez surtout des questions sur mon parcours, comment j'en suis arrivée là. Donc j'ai pas un parcours classique pour devenir bibliothécaire, j'ai pas de concours, voilà, donc bon. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo que je vous tournerai. Vous vous demandez quelle est la journée type en bibliothèque. C'est assez intéressant les questions. Là en ce moment je me demande s'il faut que je sois très honnête ou s'il faut que j'édulcore un petit peu. Je pense que je vais être honnête. Mais clairement je peux vous le dire tout de suite, être bibliothécaire c'est pas lire toute la journée. Et c'est pas rose toute la journée. Parce que du moment qu'on accueille du public à 65-70% de son temps de travail, et ben il y a des jours qui sont beaucoup moins faciles que d'autres. Et voilà, je vous tease un petit peu sur la future vidéo, mais ouais, je pense que je serai complètement honnête. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite une très belle rentrée. Je vous dis peut-être bientôt en vidéo. En tout cas pour cette vidéo sur le métier de bibliothécaire, mais peut-être pour vous parler un petit peu de mes futures lectures. Dans tous les cas, je suis quand même assez active sur Instagram, notamment parce que je participe, comme beaucoup de monde, au Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai présenté ma pile à lire sur Instagram. Et je participe également aux Reliques de la Palle organisées par Caro Livre. Donc là aussi je vous ai mis ma pile à lire sur Instagram. Mais je ne compte pas faire de vidéo pour vous présenter ces livres ici sur YouTube. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, direction Instagram. Vous avez le lien direct en description de la vidéo. Encore une fois, très bonne rentrée, très belle automne, très belle lecture. Prenez soin de vous et à bientôt.